Alors, on va commencer tranquillement par une question et petit à petit, je vais me présenter et on va faire un peu connaissance. Alors, on commence par cette question. En quelle année Lucie a-t-elle été découverte? Donc, Lucie, notre ancêtre, il y a pas de nom d'année. Est-ce que vous avez une idée de l'année de cette découverte? Alors, on a un petit moyen mnémotechnique qui est celui-ci. Pardon. C'est mon animation. Mon animation. Parce qu'en fait, il y a un petit temps. Voilà. Ça va démarrer. Non. Non, pas le droit. Alors, Il faut laisser le temps de la réponse. Ça. C'est le se tourne vers quelqu'un. tant que tout le monde va se calme. Alors, vous pouvez imaginer que lorsque les équipes de paléontologues fouillaient en Afrique les dépouilles de Lucie, ils écoutaient en boucle cette chanson. Ce qui a permis d'appeler ce premier fossile humain découvert Lucie. Et donc, on est en 1967. Donc, c'est un petit moyen mnémotechnique assez sympathique. Peut-être un peu méconnu, en fait. Voilà, Lucie vient de là. Lucy in the Sky with Diamonds, des Beatles. Alors, voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est l'histoire des arts et l'archéologie dans l'EAC. Je me présente, Sophie Galland-Créty, je travaille à l'INRAP, un institut national de recherche en archéologie préventive qui dépend du ministère de la Culture et de la Recherche. Je suis toujours membre du laboratoire CREAT, anciennement 2L2S, en fait. Maintenant, c'est le CREAT, laboratoire expertise art et transition de l'Université de Lorraine. Il y a 30 ans, j'entrais dans le monde de l'archéologie professionnelle dans l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, dépendant du ministère de la Culture et de la Communication. Association qui a été chargée de réaliser les fouilles d'urgence pour sauver les sites menacés de destruction à chaque nouveau projet de construction. Cette association a été transformée en 2001 en Institut national de recherche pour les fouilles archéologiques préventives, dépend, comme je vous le disais à l'instant, du ministère de la Culture et de la Recherche, des deux ministères. Alors, à ce moment-là, en 2001, si vous voulez, il s'est passé aussi quelque chose, c'est que l'archéologie est entrée officiellement dans la chaîne de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on peut être perçu à moitié dans la chaîne de l'aménagement du territoire et à moitié dans le domaine culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment un élément de cette chaîne de l'aménagement et on est témoin d'énormément de choses, de toutes les transformations du paysage. La recherche dont je vais vous parler aujourd'hui, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est issu d'une recherche qui s'inscrit dans la continuité de mon parcours professionnel, en vue plutôt d'une reconversion que j'avais commencée en 2016 en faisant un master en expertise et médiation culturelle. Fouiller, être archéologue, c'est effectivement un travail très physique et on ne peut pas faire ça tous les jours, chaque année de sa vie pendant 40 ans.
sans y laisser quelques os. Alors, j'avais commencé cette idée de reconversion en faisant ce master en expertise et médiation culturelle, dans la mention sociologie déjà. Donc, je reste dans les sciences humaines, mais je m'éloigne de l'aspect purement scientifique et technique de l'archéologie de terrain. Et ça m'a permis de constater qu'il existait dans les musées et dans les dépôts de fouilles, dans les centres de conservation archéologique ou dans le domaine privé, des collections de préhistoire méconnues du public. En fait, il existe énormément de choses et bien plus qu'on ne le pense. De même que j'ai pu observer qu'il existait une forme de méconnaissance des sites archéologiques qui nous entourent. On n'imagine pas toute la richesse de ce qui nous entoure. Alors, mes recherches sont en réalité sont finalement abouties à un travail de thèse et où je me suis donné l'objectif d'apporter une petite contribution de la sociologie à l'archéologie de la préhistoire. Dans cet itinéraire de recherche, j'ai déplacé mon point de vue d'archéologue. L'archéologie était pour moi un sujet d'étude et il est devenu un objet d'étude grâce à la sociologie. Et ça m'a permis aussi de me mettre à la place des publics visiteurs et des différents médiateurs qu'on peut rencontrer dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais réfléchi auparavant. Je me posais des questions, mais disons que là, j'ai vraiment travaillé la question. Comment est-ce qu'on est perçu, comment les archéologues sont perçus, comment l'archéologie est perçue. Alors, ces recherches ont donné lieu à une thèse soutenue en 2023 intitulée « L'archéologie dans le monde contemporain, entre médiation et réception, le cas paradigmatique de la préhistoire ». Cette thèse a été dirigée par Antigone Mouchtoris, aujourd'hui professeur de sociologie émérite, que vous avez accueilli ici et qui écrit beaucoup de livres très intéressants. Je vous disais aussi, j'ai eu l'honneur d'avoir dans le jury M. Damien Malinas, maître de conférences et enseignant-chercheur ici, que je tiens à remercier une nouvelle fois. Alors, ces recherches sont le fruit d'un long travail dont l'objectif a été de questionner ce que représente aujourd'hui la préhistoire pour les publics visiteurs et pour les médiateurs. Tout cela dans un monde contemporain assez particulier qu'on peut qualifier d'hyper-moderne, dominé par les nouvelles technologies et faisant face finalement à un monde en rupture vis-à-vis des sociétés qui nous ont précédés et de façon assez anecdotique, à l'opposé de la préhistoire. Ce que nous vivons aujourd'hui, où tout va très vite, dans un monde où tout presque semble instantané, doit nous interpeller sur les concepts de durée, de longévité et sur l'histoire de l'homme dans la durée. Ma thèse défend en quelque sorte la préhistoire, sans laquelle l'histoire de l'homme dans la durée n'existerait pas. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu d'autres humains avant nous. On peut dire dès à présent que l'homme est arrivé en Occident ici il y a 800 000 ans. Donc nous avons 800 000 ans sur le territoire européen. La sociologie travaille néanmoins sur le réel, donc sur le monde d'aujourd'hui. Et en même temps, elle fouille aussi le passé pour comprendre comment nous évoluons. Qui étions-nous hier? Qui sommes-nous aujourd'hui? Et qui serons-nous demain? Il m'a semblé important de voir comment nous situer dans le temps, dans cette durée. J'ai pas mis la référence de cette chronologie, en fait, mais on la trouve sur Internet. Elle est américaine, je crois. Alors là, elle représente la formation de la Terre et nous, pour nous situer, nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Là, il y a un petit bonhomme. Voilà. À l'échelle de la Terre, nous sommes là. C'est-à-dire, et Lucie, elle est à peu près, là, on est à
moins 11 000, 2 millions. Voilà, Lucie, elle est ici, quoi, entre ces deux, voilà, entre ces deux traits. Et on peut remonter, c'est bien parce que ça nous permet de faire un petit peu de nettoyage. Et on remonte, et par exemple, on voit les premiers dinosaures, je crois là, peut-être un tricératops, enfin, ici. Donc, il y a vraiment, il faut vraiment comprendre que contrairement à un film aussi incroyable avec Raquel Welch, où il y a des attaques de dinosaures toutes les 10 minutes, c'est un film, ça se passe au temps de la préhistoire. Il faut bien comprendre que là, il y a énormément de distance et de durée entre le monde des dinosaures et nous. Donc, je trouvais cette carte intéressante. Voilà peut-être un autre moyen de se représenter le temps et le temps de l'homme de la préhistoire. Donc sur un cadran de 12 heures, la préhistoire se termine entre moins 5 et moins 10. Voilà, la préhistoire, c'est tout ça. Et une autre manière de se représenter le temps, voilà, une frise chronologique comme on peut la trouver sur les ressources documentaires auxquelles vous avez tous accès sur le site de l'INRA. La préhistoire, en fait, c'est tout ça. Et en fait, on a l'impression que la manière dont c'est représenté, c'est quasiment équivalent. Voilà, on ne se rend pas compte finalement de l'épaisseur du temps de la préhistoire par rapport au cadran qu'on a vu précédemment. Et je vous disais que ici, on est installé en Europe il y a 800 000 ans, donc à peu près là. Voilà. On est ici depuis cette époque. Et on considère que la préhistoire se termine au néolithique. Alors là, on va rentrer dans des choses qui questionnent, que je viens de rajouter, puisque c'est une de mes lectures actuelles. Je vais vous parler un petit mot c'est une bande dessinée qui est sortie en 2024 et qui interroge des 9 scientifiques qui participent à l'écriture des rapports du GIEC. Et Christophe Cassou, qui est climatologue, a écrit les résultats des simulations montrent qu'on ne peut pas expliquer les observations qu'on vit actuellement sans l'influence humaine. Quand on compile tous les éléments, on conclut sans équivoque que 100% du réchauffement observé sur la dernière décennie est dû aux activités humaines. Alors, je vais vous montrer des petites choses que j'ai trouvé intéressantes dans cette BD. Là, on a la fin des dinosaures, si vous voulez, et toute l'histoire. Voilà, jusqu'à nous. Et, et alors, elle est bien faite, cette BD, parce que là, il dit, à cette échelle de temps, la Terre est en train de se refroidir. Vous voyez la courbe. Mais il dit aussi, 60 millions d'années, c'est beaucoup trop de zéro. On va prendre un morceau plus petit pour comprendre. Voilà. Donc, on va prendre, depuis que l'homme est là, c'est-à-dire 800 000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les oscillations climatiques, c'est parfaitement régulier. Et aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là. Et en fait, on voit effectivement un pic. Alors, on se dit jusque-là, rien d'anormal. Et alors, sauf que ce qui se passe, c'est que si on restreint encore le cadre et qu'on prend entre l'an 1 et aujourd'hui, mettons 1850, 2000, enfin, pour un préhistorien, c'est aujourd'hui, on observe ceci. Et c'est ça que. Alors, il y a plusieurs pages de bande dessinée pour expliquer ça. Donc, il faut imaginer que le rapport du GIEC, c'est pas évident, quoi. Alors, merci aux auteurs et puis aussi, il faut des lecteurs patients, même si c'est de la bande dessinée. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Un pic depuis le début du XXe siècle, en fait.
Donc, l'idée, c'est de bien montrer qu'il y a un phénomène qui est dû à l'activité humaine qui se passe en ce moment. Donc, finalement, la connaissance de la préhistoire permet, et toute l'histoire humaine permet d'arriver à comprendre et à s'interroger sur ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle ou au cours du 19e siècle? C'est la période où on a découvert la préhistoire. Avant cette période, on ne la connaissait pas. On était dans le temps des mythes, la mythologie, les mythes de la création, la Bible. Et on a découvert la préhistoire. Et là, les auteurs de fiction ont imaginé un autre rapport au temps. On a commencé à écrire des romans de science-fiction et en même temps la guerre du feu de Rosny est né. Donc c'est à cette période où on a inventé la préhistoire qu'on se met à imaginer le temps sur une durée bien plus vaste qu'on imaginait auparavant. Alors, j'aimerais maintenant... ah oui, alors l'invention de la préhistoire, ça permet de se projeter dans le passé, mais aussi... Enfin, le fait de pouvoir se projeter dans le passé, ça nous permet de nous projeter dans le futur. Par exemple, on peut se dire, il y a 800 000 ans, on vivait de cette manière-là. Dans 800 000 ans, comment est-ce qu'on va vivre? Là, on a un petit mot sur André Leroi-Gourhan, dans un ouvrage intitulé « La civilisation du renne », publié en 1936. André Leroi-Gourhan, théoricien, ethnologue et préhistorien, démontrait que la préhistoire était indissociable de la réflexion à mener sur l'avenir de l'être humain à l'échelle mondiale. Il avait lui-même observé les populations inuites et leur manière de gérer leurs ressources naturelles pour comprendre les populations de la préhistoire. Alors, il avait remarqué, par exemple, que les Inuits utilisaient toutes les parties d'un animal consommé jusqu'au moindre bout d'os pour en faire des outils, une aiguille, par exemple, un instrument de musique, une sculpture. Et dans les années 1930, dans le monde occidental, mais le nôtre, en fait, Leroi-Gourhan est frappé parce qu'en revenant de ses observations chez les Inuits, ce qui le frappe, c'est que finalement, on tue les animaux pour prélever les chairs et parfois la peau, mais on jette le reste. Ça, c'est une des premières choses qui l'a frappé. Et il était choqué par les gestes de consommation de ses contemporains dans les années 1930, ce qui l'a poussé à s'interroger sur la question de la densité numérique de la population, se demandant mais comment pourrait se développer une société contemporaine. Quand il a écrit son livre sur la civilisation du renne, la population s'élevait à 2,7 milliards d'êtres humains. On est dans les années 30. Aujourd'hui, l'ONU estime la population mondiale à 8 milliards d'êtres humains. Et déjà dans les années 1930, Leroi-Gourhan posait la question: pouvons-nous cesser de nous comporter comme des microbes? Et il a également contribué à l'Encyclopédie française en 1936, et il avertissait là également les lecteurs sur l'incapacité de notre culture ou de notre civilisation à conserver les ressources naturelles. Il écrit ensuite en 1965, dans son livre qui s'intitule « Le geste et la parole », qu'il faut repenser complètement la question de la densité numérique, ses rapports avec le monde animal et végétal, cesser de mimer le comportement d'une culture microbienne pour considérer la gestion du globe comme autre chose qu'un jeu de hasard. Avec cet exemple, je souhaitais vous faire part du fait que la connaissance de l'histoire, y compris la plus lointaine comme celle de la préhistoire, qui utilisait l'ethnologie, comme l'a fait Leroi-Gourhan, est reliée au présent et que toutes les découvertes archéologiques ont un enseignement à nous apporter. En cela, aborder l'archéologie et notamment l'archéologie de la préhistoire en éducation artistique et culturelle n'est pas seulement une simple observation sous l'angle d'une histoire de l'art et des techniques, car elle peut être observée aussi sous l'angle de l'éducation et de la culture. Alors, on y reviendra un peu plus loin.
Mais avant, on va parler un petit peu de ce que représente la préhistoire, peut-être dans l'éducation artistique et culturelle. Ce que peut représenter la préhistoire dans l'éducation artistique et culturelle. Alors, sur l'éducation artistique et culturelle et la place de la préhistoire, je vais parler de quelques notions. Quelques mots, paideia, donc l'éducation. Si on se réfère à l'Antiquité grecque, la culture, en fait, fait partie de l'éducation. On dissocie l'homme bien élevé de l'homme ignorant, ce qui a été expliqué aussi dans votre livre, notamment par Jean-Miguel Pire. Donc, on dissocie l'homme bien élevé de l'homme ignorant selon son éducation. On utilisait le terme paideia, signifiant éducation, qui a donné son nom à l'encyclopédie, un terme composé de deux mots, ankyklios et paideia, qui signifient ensemble enseignement complet. La personne bien élevée est considérée comme celle qui a reçu un enseignement complet. Et la sociologue Antigone Mouchtouris, qui a dirigé mes recherches de thèse, qui est imprégnée de la philosophie issue de l'Antiquité grecque, explique que dans la notion de paideia, donc elle le rappelle, hein, c'est quelque chose. Elle rappelle que la culture devait faire apparaître les fruits que la nature de l'être humain porte cachés en elle. On entend par là que la culture permet de relever la nature profonde d'une personne. Elle permet d'apprendre à se connaître. Et de plus, la paideia, donc l'éducation, permet de développer notre jugement. L'éducation, c'est tout cela, permettre de nous connaître et d'affiner notre jugement. Alors, donc il est intéressant de comprendre que la culture, est dans l'éducation au même titre que, on peut ajouter aussi la techné, un terme qui désigne la fabrication, et l'aestheta signifiant la chose sensible, et noeta, bien sûr, désignant la chose intelligible. Dans ma démarche, je souhaite montrer comment la préhistoire, comme objet culturel, peut ou doit faire partie de l'itinéraire éducatif, notamment via l'exposition muséale. La visite d'un site préhistorique, par exemple, et la participation à la fouille de ce site, de même que l'enseignement scolaire, peuvent être associés à l'exposition muséale. Et une telle mise en œuvre sollicite bien évidemment les différentes institutions, qu'elles soient éducatives, muséales ou de la recherche. Alors, si on remonte dans le temps plus près de nous, nous constatons qu'au XVIIIe siècle, dans le dictionnaire de l'Académie française, le mot culture désigne le fait de prendre soin des arts et de l'esprit. On parle de culture des arts et de culture de l'esprit. La culture prend un sens universaliste et humaniste. Au siècle des philosophes des Lumières, la culture est considérée comme le propre de l'homme et la somme des savoirs accumulés et transmis par l'humanité, que l'on considère comme une totalité. Cette manière de voir la culture comme un savoir total transmis par l'humanité est intéressante pour confirmer l'idée de la place de l'archéologie de la préhistoire dans la connaissance. Les premiers objets préhistoriques étaient considérés comme des œuvres d'art. On ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas à quelle population ça se référait, mais on savait que c'était quelque chose qui était fabriqué par l'homme et c'était considéré comme ça faisait partie, c'était dans le domaine de l'art et c'est pour ça qu'on a mis des objets préhistoriques, les premiers objets, dans les musées. Et qu'aujourd'hui, on a encore un peu cette culture de l'exposition avec des vitrines et des cailloux. Donc, pour les publics visiteurs, voilà, on est face à des cailloux. Et ce qu'ont montré mes enquêtes, c'est que les publics visiteurs attendent bien plus que ça. Ils attendent autre chose qu'un objet. Ils attendent aussi des explications, savoir d'où ces objets viennent, qu'est-ce qu'ils racontent comme histoire, comment est-ce qu'ils ont été fabriqués, comment on les a ramassés, enfin voilà. Alors maintenant, bon,
la notion de public en préhistoire. J'ai un décalage, donc oui, à partir du 19e siècle, le mot culture prend plus un rôle social. Et ce que je voulais avec ce séminaire, c'était entrer dans une approche sociologique de l'histoire des arts et de l'archéologie depuis la préhistoire, pour essayer de montrer comment on peut approcher la préhistoire soit comme un objet culturel via une éducation formelle, donc à travers le système scolaire et l'enseignement, ou informel, par exemple, à travers l'exposition muséale et la fouille d'un site archéologique. Dans les deux cas, l'éducation culturelle invoque le concept de public, un concept qui apparaît au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Et alors, le premier public, c'est... vous savez dans la notion de public, quel est le premier public auquel on pense? C'est le public du théâtre, du théâtre, où le peuple, le démos, vient pour se cultiver et apprendre, car une représentation théâtrale contribue à l'éducation du peuple, c'est-à-dire à la païdia. On est le peuple et on est le spectateur. Ainsi, l'éducation culturelle, dans ce modèle, s'adresse au peuple et au public visiteur citoyen. Ce visiteur citoyen a un accès à l'éducation via l'exposition des biens culturels communs du peuple, via les institutions. Pour résumer, on observe que l'éducation des publics implique deux notions dès l'Antiquité. Il existe d'une part une forme d'éducation des publics en tant qu'individus assistant à un spectacle, et d'autre part, nous observons l'éducation de la chose publique, la res publica, qui, selon la définition du dictionnaire Littré, est ce qui appartient à tout un peuple, qui concerne tout un peuple. Les deux notions peuple-spectateur sont liées car il est question de vous parler aujourd'hui de l'éducation culturelle pour les publics en tant que visiteurs-spectateurs et en tant que visiteurs-citoyens, sans perdre de vue la notion de techné, la fabrication, la notion d'aestheta, la chose sensible, et la notion de noeta, la chose intelligible. Pour compléter cette partie, on va dire, et en guise de conclusion sur ces notions, je vais vous parler un petit peu de l'articulation entre la culture et l'éducation, mais depuis qu'il existe le ministère des Affaires culturelles. En fait, jusqu'en 1959, en France, culture et enseignement sont dans le même ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts qui est devenu le ministère de l'Éducation en 1932. À partir de 1959, on sépare éducation et culture en créant d'une part le ministère des Affaires culturelles, suite à un débat qui oppose l'historien de l'art André Chastel, qui n'est pas favorable à la séparation culture et éducation, et d'autre part un intellectuel et homme politique en la personne d'André Malraux, qui lui défend la création d'un nouveau ministère spécialement dédié aux affaires culturelles. Au fond, cela peut se comprendre par le fait qu'André Malraux entretiendrait un rapport émotionnel et sensible de l'art et qu'il souhaite marquer une rupture vis-à-vis d'une vision que certains considèrent comme intellectualisée et froide de la culture à l'éducation nationale. Je crois que ce sont des mots de Jean-Miguel Pire. Mais voilà, dans cette vision froide et intellectualisée qu'on a à l'école, en primaire, en secondaire, mais aussi dans l'enseignement supérieur. On a deux visions, l'école et les arts ou la culture et les arts. Dans la première vision, on défend la démocratisation culturelle par la création d'un enseignement des arts à l'école. Et
En fait, en 2008, on revient sur cette idée en instaurant une heure obligatoire par semaine du primaire au lycée. Et puis après, tout ce qui nous amène aujourd'hui à l'UAC. Et dans la seconde vision, on prône la démocratisation culturelle via les structures culturelles. Alors, cette dualité est très intéressante parce qu'au fond, entre la seconde moitié du XXe siècle et les premières décennies du XXIe siècle, l'éducation artistique et culturelle se développe et on vit là un phénomène, on peut appeler un phénomène d'institutionnalisation de l'EAC dans l'enseignement supérieur, avec le concours des trois acteurs fondateurs que sont la recherche, l'éducation, la culture. Voilà, je dis pas de bêtises. Bon, en fait, il fallait que je place la préhistoire dans tout ce cheminement. C'est un exercice, l'exercice auquel je me suis prêtée. Le choix de la médiation culturelle. Depuis la création du ministère des Affaires culturelles en 1959, il y a eu un réel souci de démocratisation culturelle et la séparation institutionnalisée entre la culture et l'instruction et les musées s'ouvrent à la question du développement des pratiques culturelles vers les publics scolaires et vers le grand public. Le médiateur culturel apparaît et c'est un terme qu'on préfère aujourd'hui, qui est préféré aujourd'hui par les institutions à celui de passeur ou de communicateur, dont il a été question dans les années 80. On se posait la question. Et donc, ce terme de médiateur est inventé en 1982, au moment où sont inaugurés les grands musées issus des projets présidentiels depuis les années 70, comme le Centre Pompidou, le Grand Louvre, la Cité de l'Industrie. Ce qui est intéressant dans le débat autour de la médiation, c'est l'idée, d'une part, de la médiation associée à un temps court, celui d'une visite, par exemple. On peut parler des Journées européennes du patrimoine, les Journées européennes du patrimoine, les Journées européennes de l'archéologie, les Journées de la science. Et d'autre part, on a l'idée d'une médiation sur un temps long, notamment à travers l'éducation. Alors, l'éducation soit formelle, via l'éducation, l'instruction, soit informelle, notamment avec les musées. La médiation devient néanmoins une fonction fondamentale du musée par la loi de 2002 relative au musée de France qui promulgue l'obligation pour chaque musée d'avoir un service de médiation culturelle ou un service des publics. Du point de vue épistémologique, même si la médiation est institutionnalisée et même s'il existe des formations diplômantes, nous pouvons considérer que l'histoire de la médiation et de l'EAC est toujours en construction, mais tout simplement parce que tout change au fur et à mesure et que la science avance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le père de la sociologie, Émile Durkheim. Aussi, pour comprendre comment l'EAC peut se construire, donc je vous propose de vous parler dans quelques instants d'une méthode qui soulève la question de la transmission des connaissances scientifiques d'une part et celle de la réception des publics d'autre part. Une remarque, je vous ai présenté brièvement un historique des notions culture, éducation pour pouvoir comprendre ce qui pourrait être les enjeux de l'EAC, l'évolution des notions et toutes les transformations, puisque tout est en mouvement. Alors, je me permets également de vous dire que si le DEPS, le département des études de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture, considère que la plupart des sites préhistoriques visités, c'est autour de la thématique du bestiaire animal, on pense bien évidemment à la rupestre. La préhistoire ne peut cependant pas être symbolisée ou représentée uniquement par des œuvres d'art. Tout d'abord, en 800 000 ans, la notion de l'art est infiniment plus étendue que ce dont nous parlent uniquement les sites rupestres. Et de plus, il existe un art de la préhistoire sur l'ensemble des territoires, partout. Penser que les grottes ornées se trouvent uniquement dans le sud de la France nous désoriente. Il existe bien un phénomène rupestre, cependant, on ne peut pas résumer 800 000 ans d'histoire à l'art des grottes, qui incarne un phénomène qui dépend de la culture de masse.
Même, attention, hein, c'est extraordinaire, hein, ces grottes sont extraordinaires. Donc, disons que si on est dans le domaine de la science et de la connaissance, il faut aussi orienter son regard sur d'autres choses. Alors, un mot sur la notion de la culture de masse. C'est on peut le définir ainsi, c'est une connaissance aléatoire, sans rapport avec les processus d'acquisition, les subordinations logiques, l'ordonnancement savant de la culture humaniste. Une définition du sociologue Bernard Valade, qui date de 1992, que l'on trouve dans le traité de sociologie. Alors, vous voulez... on peut continuer, ça va? Alors, ça m'a amené sur à mes recherches. Que représente la préhistoire aujourd'hui? Je suis partie enquêter dans l'objectif d'interroger ce que signifie la préhistoire aujourd'hui en termes de représentation. Et d'autre part, ça m'a permis de m'interroger sur les dispositifs de la médiation culturelle sur la thématique de la préhistoire, qui concerne les médiateurs dans l'histoire sociale. Donc, les médiateurs dans l'histoire sociale, c'est toutes les sociétés savantes qui existent depuis le 19e siècle et qui ont permis de découvrir, d'inventer cette préhistoire. Pour les médiateurs profanes et professionnels, les médiateurs profanes et professionnels, ça peut être des personnes qu'on rencontre dans le milieu associatif, les associations d'archéologie. Ça peut être aussi, en ce qui concerne les médiateurs professionnels, soit des enseignants en primaire, en secondaire, soit évidemment les archéologues professionnels, les muséologues, les personnes qui travaillent dans les musées, les services des publics. Et enfin, on a les publics visiteurs de la préhistoire. J'ai enquêté dans ces trois niveaux. Alors, André Leroi-Gourhan, qui était un théoricien et un préhistorien, avait posé les premiers jalons en expliquant que l'apprentissage pour les hommes préhistoriques se faisait par l'expérience, palliée par l'éducation. Aujourd'hui, les préhistoriens, comme les visiteurs, passent par un apprentissage qui a besoin de l'expérimentation, de l'expérience et de l'observation pour comprendre la préhistoire. Pour vous apporter quelques précisions sur l'orientation de mes recherches, je vais vous présenter mes deux hypothèses de départ, enfin deux de mes hypothèses de départ. Tout d'abord, je me suis demandé quel était le patrimoine préhistorique et sa médiation, et deux choses qui dépendent de la place finalement que l'on accorde à nos origines et aux vestiges ou aux traces laissées au fur et à mesure de la construction de l'humanité. Pour connaître les représentations culturelles du public des expositions de la préhistoire, il était important pour moi de choisir des sites pas trop médiatisés, en tout cas moins médiatisés que les gros spots qu'on connaît dans le sud de la France. Et voilà, mon but, c'était surtout de mieux comprendre l'intérêt que représente cette partie de l'histoire humaine sans être polluée par la fabrication d'un imaginaire médiatique, autrement dit par la culture de masse associée au tourisme, comme la fameuse grotte, ou l'emblématique plutôt grotte de Lascaux, où il est principalement question de l'art préhistorique. Alors, grâce aux enquêtes sociologiques, on peut voir quelle est la place que la société accorde réellement au monde de la préhistoire, à partir du moment où on est dans des zones, entre guillemets, dépolluées. Pour ne pas tomber dans ce piège, j'ai enquêté
en fait, sur un terrain régional qui est le mien, dans le Grand Est de la France, plus précisément en Lorraine, tourné vers l'Alsace aussi, puisqu'on a le massif des Vosges qui est très intéressant, qui est à cheval sur les deux départements, les deux régions. Alors, j'ai enquêté dans un musée, le musée de la Tour aux Puces à Thionville. Thionville, c'est la 3e ville de Lorraine en termes de densité de population. Je ne vous ai pas mis de carte, mais c'est dans l'Est, voilà, près de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne. C'est après Metz et Nancy, la 3e ville de Lorraine en termes de densité de population. Et puis, on a ensuite le site néandertalien de Mutzig, où j'ai enquêté également, en Alsace. C'est un site assez incroyable qui a été découvert dans les années 90, mais que le département a racheté. Et depuis, on organise tous les ans des fouilles programmées. Alors, et le département a mis des abris dessus, il est protégé. Tous les ans, il y a des campagnes de fouilles et tous les 2 ans, des journées portes ouvertes. Alors, tous les 2 ans, parce que c'est très contraignant de d'organiser des visites sur les chantiers de fouilles, parce que l'œil n'est pas forcément exercé aux choses. On vous dit là, il y a ceci, il y a cela, mais en fait, voir des petits silex, des petits cailloux ici ou là, c'est pas forcément parlant. Donc, il y a tout un mécanisme à mettre en place pour accueillir les publics et leur montrer ce qui se passe sur la fouille. Voilà, donc le site de Mutzig. Et puis, vous voyez l'installation, en fait, c'est assez gigantesque, on va dire. Et j'ai enquêté également au centre d'animation de Darney dans les Vosges. C'est un centre d'animation qui propose des ateliers d'animation autour de la thématique préhistoire et un parcours d'interprétation muséale. Ce lieu a surtout servi, en fait, pour moi, enfin, c'était surtout une enquête pour des raisons assez diverses et variées. Je n'ai pas enquêté les publics parce que c'est assez particulier comme approche pour enquêter. Les gens viennent par groupe, ils prennent rendez-vous. Voilà, donc la méthode que j'utilise était assez compliquée à mettre en place pour ce site. Ensuite, la préhistoire comme objet d'étude à travers la façon dont elle est présentée au public, ça c'est donc ma 2e hypothèse de recherche. Elle exprime une vision du monde sur les rapports entre l'homme et son passé. En nous penchant sur cette période de l'histoire, nous avons la possibilité de nous retourner sur un espace lointain pour comprendre les premières relations de l'homme avec la nature et quelle était sa démarche pour assurer sa propre survie. En réalité, la préhistoire, c'est une période de l'histoire du temps, mais il faut aussi avoir conscience qu'elle est particulièrement, ce que j'ai voulu vous montrer au début avec les frises chronologiques, elle est particulièrement longue et riche, plus qu'on ne l'imagine. Et son invention au XIXe siècle a permis de définir le temps historique. C'est grâce à cette découverte qu'on est rentré dans le temps historique et qu'on est sorti du temps de ces mythes. Elle est aussi une source de connaissances infinies en termes de sites, de vestiges, de techniques. Et très important, elle permet de redécouvrir les rapports de l'humain avec son environnement. Voire peut nous amener aussi à nous connaître mieux nous-mêmes. Là, on rentre dans mon terrain sociologique et ma méthode d'approche. Donc, pour les visiteurs de la préhistoire, je vous montre ici une photo. Il y a beaucoup de lumière dans la salle, mais je pense qu'on voit bien. C'est le musée de la Tour aux Puces. De l'extérieur, c'est une tour assez austère. Et à l'intérieur, en fait, c'est un peu l'explosion. C'est brillant, c'est lumineux, c'est coloré. C'est très minéral. Et on n'imagine pas, vu de l'extérieur, qu'à l'intérieur, effectivement, on a un petit bijou. C'est vraiment un joli musée. Et là, j'ai enquêté une 50aine de personnes. On est au musée, j'ai enquêté une 50aine de personnes. Ici, à Mutzig,
Ce sont j'ai enquêté 50 personnes aussi. Là, ce sont deux visiteuses. Elles sont arrivées le matin. Le site n'était pas encore ouvert au public. Mais elles étaient venues avec leur sac à dos en disant on vient pour fouiller. Et on leur a dit écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas on n'est pas pour fouiller, mais on vient vous présenter, venez découvrir le site, on va vous faire visiter. Et elles ont dit non, on est venu pour fouiller. Et alors, elles sont revenues à l'ouverture du site à 13h. En fait, c'était l'après-midi, pas le matin. L'ouverture du site, à 13h, c'était les premières. Elles étaient là avec leur sac à dos. Elles sont rentrées. Et moi, j'étais à l'entrée pour enquêter. Et à 18h, je me suis dit, mais je ne les ai toujours pas vues passer, ces deux femmes-là. Alors, on a fermé le site. Je suis rentrée dedans. Et en fait, je les ai trouvées là. En fait, elles sont restées et on leur a donné du travail. Et à 18h, elles ne décollaient pas. Voilà. Et en fait, ça exprime. Elles ont osé le faire, mais je pense que elles ont fait quelque chose effectivement, qui donne envie à beaucoup d'autres personnes. Et là, c'est une tâche qui est, on va dire, pas très spectaculaire. Hein. Elles trient des grains de sable. Parce qu'en fait, on prélève, on fouille manuellement. Après, on prélève dans des seaux les sédiments. On les tamise à l'eau ou à sec selon les sédiments. Et quand c'est sec, il faut trier pour prélever les esquilles d'os, les esquilles de silex, éventuellement des macro-restes, des graines ou des choses comme ça. Donc, c'est un travail, elle aurait pu rester des jours et des jours. Donc, chaque enquête a été subdivisée en deux parties selon le modèle que j'ai utilisé, la méthodologie que j'ai utilisée. Sur 50 personnes enquêtées, mettons sur le site néandertalien qui est là, j'ai questionné à peu près la moitié des personnes à leur arrivée en leur posant une quinzaine de questions. Et j'ai posé les mêmes questions enfin, là, c'était avant la visite, et j'ai posé les mêmes questions à la fin de la visite à un panel de personnes à peu près équivalent. Donc, c'est la méthode de ma directrice de thèse, Antigone Mouchkouris, qui est appliquée ici à l'enquête des visiteurs de la préhistoire. Alors, cette méthode s'intitule l'itinéraire de l'expérience d'une visite et le concept de la temporalité dynamique de la réception modélisée appliquée. Alors, il existe à ce sujet évidemment plusieurs livres et on peut compléter cette méthode par d'autres méthodes d'observation. En tant qu'archéologue, j'ai toujours eu un regard sur les enquêtes du département des études et de la prospective des statistiques du ministère de la Culture. Et on était toujours attentifs avec mes collègues aux résultats de ces enquêtes en disant ça peut nous valoriser, ça peut nous apporter quelque chose. On était curieux de ça. Et ce qu'on sait grâce au DEF, c'est que le public existe, le public aime l'archéologie. Mais en fait, pour nous, ça ne suffit pas pour comprendre les raisons pour lesquelles l'archéologie, c'est quelque chose qui passionne finalement les uns et les autres. Alors, le fait de savoir que cela intéresse les archéologues, parce que c'est intéressant pour nous, parce que ça donne du sens à notre travail sur le terrain. Surtout quand on fouille et qu'on en bave bien. Le public, c'est un peu, voilà, c'est notre retour, savoir comment on est perçu, est-ce que des personnes s'intéressent à nos travaux, enfin, à quoi ça sert. Et en même temps, on attend ce feedback en quelque sorte, mais on redoute aussi ces publics en même temps parce que dans certaines situations, en fait, on est toujours confronté à l'inconnu quand on
quand on commence un chantier et on arrive, on détruit des arbres, on fait des grands trous, on arrache des vignes, enfin bon voilà, on fait des choses horribles. Et donc évidemment les voisins, les riverains sont pas contents et on est là aux premières loges. Alors voilà, on n'est plutôt pas très bien vu, mais nous on est dans la chaîne de l'aménagement du territoire. Là on n'est pas dans la partie culture, quoi. Et alors évidemment, on se demande pourquoi. Enfin, voilà, la question des publics, elle est omniprésente à notre esprit et on se demande d'autant plus que si on fouille, quel est l'intérêt avec tout ça de conserver? Parce que la conservation, chez nous, en archéologie, c'est très important. On va plus facilement conserver les vestiges qu'on découvre, qu'on va les mettre, enfin, on va plus facilement les conserver, mais on va avoir beaucoup de mal à les présenter au public parce que c'est tout le travail de la médiation. Et c'est plus facile de conserver, de mettre en boîte, d'archiver. Donc, on a des dépôts énormes que de les présenter dans les musées. Alors, et c'est là que je me suis demandé, mais comment on montre, comment on partage, comment on transmet toute cette connaissance, à la fois historique, hein, mais aussi sur les méthodes, nos techniques. C'est là que mon sujet d'étude est devenu un objet d'étude en sociologie. Alors, pour finir, là-dessus, j'ai pas fini. Mais pour finir sur les modèles d'enquête statistiques, sur les modèles d'enquête, pour moi, les statistiques ne donnent pas de résultats sur les procédés de médiation et sur les relations qui existent entre les professionnels de l'archéologie et les publics, les visiteurs. Et en cela, la recherche que j'ai fait là est une expérience. C'est les quelques livres d'Antigone. Mouchetoris, il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Alors, la métamorphose, une sociologie de la perception, c'est très important pour comprendre ce que c'est que la transformation ou le changement dans le monde. J'ai mis en gras, mais on ne voit pas bien. Voilà, il y a l'itinéraire d'expérience du déplacement noétique, c'est donc la méthode, mais bon, vous les connaissez, ces ouvrages. Alors, en appliquant le modèle d'enquête des publics fondé sur l'itinéraire de l'expérience d'une visite et sur les concepts de la temporalité dynamique de la réception, nous avons compris qu'il s'agissait d'une démarche sociologique compréhensive et inductive qui pouvait apporter des réponses à notre objet d'étude. Voilà, on est loin des statistiques. Disons on va un peu plus loin. Alors, c'est un modèle qui a pris corps dans différentes enquêtes sociologiques. Moi, c'est ce qui m'a attirée vers Antigone Mouchetoris, puisqu'elle a travaillé là-dessus lorsqu'elle enseignait à l'école du Louvre. Et elle a enquêté sur une exposition archéologique qui se tenait au Grand Palais. Et c'est la seule, à ma connaissance, et c'est une des rares, peut-être une des seules enquêtes qualitatives, on va dire, sur les publics de l'archéologie. Donc, évidemment, j'ai été attirée par ça. Les visites muséales ou celles des sites archéologiques impliquent, pour comprendre cette méthode, à la fois un déplacement physique dans l'espace et aussi un déplacement dans le temps de la visite. C'est un déplacement noétique, c'est-à-dire un déplacement au cours duquel se forme une nouvelle connaissance, mobilisant l'intellect en créant de nouvelles représentations culturelles nourries par l'imaginaire. Il existe une dynamique temporelle dans une visite et elle est vécue comme une expérience entre un point N et un point N', c'est-à-dire
qu'il se passe quelque chose entre l'avant-visite, le moment où on arrive, et l'après-visite. Dans la pratique, pour comprendre si la visite ou toute expérience, on va dire culturelle, crée un déplacement noétique, l'enquêteur interroge 2 fois les visiteurs, une première fois avant leur visite et une seconde fois après la visite. On a tous en mémoire peut-être des visites où on ressort parfois, voilà, il s'est passé quelque chose, et des visites où on se dit, j'ai passé un bon moment, c'était sympa, voilà. Et il y a des expériences qui vont nous bouleverser, il y a des expériences qu'on va apprécier, voilà, il y a ces différents degrés. Donc cette méthode, elle est vraiment intéressante parce qu'elle permet de mesurer effectivement la progression qu'on peut vivre au cours d'une expérience culturelle, artistique. Alors, l'application de ce modèle d'approche permet de voir si oui ou non l'expérience des visiteurs qu'on a enquêtés peut créer un déplacement et un devenir. Parce que s'il y a une transformation, effectivement, ça va jouer sur notre devenir. Et dans ce cas, cette expérience est aussi une source de connaissances. J'en arrive à la dernière partie de ce séminaire, où je vous présente quelques résultats de cette méthode. Alors, voyons tout d'abord quels sont les regards des visiteurs de la préhistoire avant la visite. On a constaté à la fois des différences et des analogies entre les visiteurs du musée et ceux du site. Les propos des visiteurs du site sont, comme ceux des visiteurs du musée, motivés par l'histoire de l'évolution de l'homme depuis nos origines, motivés également par le patrimoine et par ce qui contribue à enrichir notre culture générale. Il y a des vraies attentes des publics sur les connaissances, en fait, les découvertes. L'objectif des visiteurs du musée et du site se focalise autour de la découverte. La découverte, c'est vraiment quelque chose d'important. On vient pour découvrir quelque chose. Les visiteurs cherchent la nouveauté. Toutefois, on constate que les visiteurs du site archéologique sont davantage motivés par la curiosité, qui occupe une place importante, puisque les visiteurs vont vivre une réelle expérience, une expérience unique, une expérience exceptionnelle sur une fouille. De plus, leur curiosité est attisée par l'idée d'apprendre, et puis chaque site est différent. Au fur et à mesure qu'on fouille, c'est différent, ça change. Et de plus, leur curiosité est attisée par l'idée d'apprendre autrement que par les canaux habituels de l'enseignement, de la télévision ou du musée. La fouille offre autre chose. La visite d'un site archéologique est une démarche neuve, assez inhabituelle pour la plupart des visiteurs, qui s'apprêtent à vivre l'expérience de l'apprentissage de la fouille. Alors, voyons maintenant les résultats ou les regards des visiteurs de la préhistoire après la visite. On a constaté que la méthode de l'itinéraire permet d'observer 2 itinéraires de visite. Elles sont toutes 2 qualifiées, selon les propos des personnes enquêtées, d'instructives et pédagogiques. Mais il existe des différences selon qu'on ait visité le site ou le musée, puisque la visite du musée est davantage qualifiée de marrante et ludique, cependant que la visite sur le site introduit en plus un degré d'intensité qui se caractérise à la fois par l'emploi d'adverbes quantitatifs, comme très, didactique, ou par l'emploi de termes liés à l'affect, comme passionnant et émouvant. Après la visite du site, surtout, les publics se représentent l'organisation de la vie sociale des préhistoriques dans leur environnement naturel, ce qui signifie qu'il y a de nouvelles représentations et un réel déplacement cognitif du visiteur. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces nouvelles représentations permettent aux visiteurs de faire des corrélations entre le monde préhistorique et le monde d'aujourd'hui, de prendre également la mesure des transformations
sociales et environnementales avec ce que nous vivons aujourd'hui, comme le climat. Ce qui m'a marqué, moi, plus particulièrement, c'est les visiteurs qui s'expriment et qui disent c'est incroyable parce qu'ici, à Mulhouse, c'est donc une petite ville, les Néandertaliens, en fait, ont vécu de la même manière pendant 10 000 ans. C'est-à-dire que les zones de chasse, elles sont au même endroit. Les zones où on dépèce les animaux, où on taille le silex, sont aux mêmes endroits. Voilà. Il y a cette permanence des choses durant 10 000 ans. Et ça fait vraiment réfléchir les visiteurs parce que ils regardent leur ville de Mexique et ils disent mais est-ce que dans 10 000 ans, on sera capable de faire la même chose? Est-ce qu'on sera toujours là? Et les hommes et ces Néandertaliens ont vécu longtemps, en fait. On a l'impression qu'ils ont disparu au profit d'un homme plus moderne, sapiens. Mais en fait, ils ont vécu très, très, très longtemps. Les visiteurs se représentent également la médiation archéologique comme une démarche scientifique pour mener des fouilles. Et les visiteurs constatent que la préhistoire, c'est quelque chose de pointu et difficile en termes de médiation. Et pourtant, pour eux, c'est passionnant et c'est aussi essentiel. Les visiteurs ont apprécié la fouille et leur participation active, parce qu'il y avait différents ateliers et ils ont été associés à ces ateliers jusqu'à ces deux femmes qui ont passé tout l'après-midi sur le site. Donc, les visiteurs se sont sentis accueillis et intégrés. Voilà, ils ont pu aller partout. On leur a donné, il y avait beaucoup d'ateliers, des explications. Ils n'ont pas été que des spectateurs, ils ont été aussi acteurs. Alors, voyons maintenant ce qu'apportent les regards des médiateurs. Médiateurs profanes ou professionnels. Je vous disais que ça peut être des enseignants, des membres de sociétés savantes ou d'associations, des muséologues aussi. Alors, les enquêtes nous ont permis de voir qu'entre les visiteurs et la préhistoire, il y a des liens subjectifs et abstraits, mais des liens aussi qui sont extrêmement profonds et indissociables de nos pensées, de nos actes dans le présent. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense en se levant, mais disons que c'est là. Les résultats des enquêtes montrent que la médiation de la préhistoire, c'est une forme de méthode compréhensible pour approcher l'histoire dans sa globalité. Et ça nous procure une vision d'ensemble sur le temps, sur la notion de durée et sur les humanités au sens où l'entendait l'historien Fernand Braudel. À travers les propos des médiateurs, transmetteurs ou passeurs, qui sont principalement des enseignants ou des muséologues, l'enquête a montré que ces derniers ont besoin d'être accompagnés pour franchir les obstacles du temps en proposant de faire le lien entre les découvertes passées et récentes. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu isolés, ces médiateurs, vis-à-vis de ces périodes anciennes, de plus en plus isolés. On constate également, parce que ce qui se passe aussi, c'est que dans les musées, sur les 10 musées, mettons, qui existaient depuis le 19e siècle en Lorraine, il n'y en a plus que 4 aujourd'hui qui présentent encore de la préhistoire. Et c'est quelque chose qui disparaît, qui devient invisible au fur et à mesure que pourtant les connaissances augmentent, parce que ces dernières 40 années, on n'a fait que fouiller, quoi. Donc les médiateurs sont en recherche de liens entre les découvertes passées qui sont dans les musées et les découvertes d'aujourd'hui, parce que dans les musées, il y a les anciennes collections qui sont exposées, mais pas les récentes. Ce qui fait que ça rend obsolète, en fait, ça peut rendre obsolète l'exposition dans les musées. Alors, on constate aussi que la médiation contemporaine s'est éloignée de la dimension scientifique. On a pu observer que la médiation actuelle est partielle, notamment parce qu'elle est axée plutôt sur un public captif de jeunes enfants de 8 à 11 ans. À l'école, la préhistoire est enseignée une première fois en élémentaire, au début de l'apprentissage de l'histoire et du temps, puis en 6e. Et puis c'est tout. Les médiateurs enseignants sont les personnes les plus demandeuses. On les retrouve avec leurs classes dans les musées ou dans les centres d'animation de préhistoire, comme on a vu tout à l'heure.
Et ces médiateurs de l'enseignement, qui sont les passeurs-transmetteurs, s'appuient sur ce qui existe. Ils ont besoin de s'appuyer sur ce qui existe. Les musées, notamment. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont très peu d'outils pédagogiques à leur disposition. Et il faut savoir qu'une classe se déplace dans un rayon d'une heure, maximum 100 km, mais on va pas passer, ils vont pas passer des heures et des heures ou partir, enfin, voilà, uniquement pour un site préhistorique. Donc c'est quelque chose qui a besoin de proximité. Les ressources pour les médiateurs sont inégales sur le territoire parce qu'il existe en Lorraine qu'un seul centre d'animation de préhistoire et 4 musées où on peut encore voir de la préhistoire. Mais donc, ça ne couvre pas l'ensemble du territoire. Par exemple, à Nancy, le musée lorrain est fermé depuis… bon, Nancy, c'est quand même une des villes les plus importantes de toute une région. Le musée est fermé depuis 2014 et 2017. Le parcours de préhistoire est fermé depuis 2014. Alors que c'est le musée, comme le musée de Bretagne à Rennes, c'est le musée régional. Il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien pour les scolaires non plus. Donc, il se passe quelque chose… il y a un petit phénomène de retrait sur ces périodes-là au niveau des musées. Et autre chose aussi dans ma région, donc là, en Lorraine, c'est que en même temps, il y a une sorte d'écrasement de ce qui s'est passé dans les périodes plus récentes de l'histoire, comme tout ce qui est lié à l'Antiquité. Bon, Metz, c'est une ville romaine, hein, par exemple. Mais il y a aussi les guerres contemporaines. Donc, on peut voir des sites de la guerre de 14-18 partout. Voilà, et c'est des périodes qui sont surreprésentées, on va dire, par rapport aux autres périodes de l'histoire. Alors, les enfants, les jeunes peuvent être plus formés aux guerres contemporaines, finalement, qu'à l'histoire du temps long. Et tout ce que ça peut apporter comme connaissance sur les liens entre l'homme et la nature. Des questions qu'on peut se poser. Ensuite, les personnes enquêtées constatent et soulignent l'éloignement de la dimension scientifique de la préhistoire vis-à-vis d'eux-mêmes. Les médiateurs des institutions muséales ou des associations expliquent qu'il n'y a plus de préhistoriens dans les musées ou qu'ils n'ont plus de relation avec les préhistoriens professionnels. Donc, faire le parallèle avec l'ethnographie, enfin, ou l'ethnologie, il y en a de moins en moins aussi dans les musées. Pareil, en ce qui concerne les collections d'histoire naturelle. Les médiateurs professionnels que sont les enseignants sont prêts à inviter dans leur classe des intervenants scientifiques. Ils ont les moyens pour ça. Ils peuvent se déplacer aussi avec leurs élèves. Cependant, ils ne savent pas à qui s'adresser et quel lieu ils pourraient visiter. Il existe aujourd'hui, comme l'observent les médiateurs, une chaîne de l'archéologie qui passe par l'aménagement du territoire et une chaîne de l'archéologie dans les musées. Mais à l'échelon de la médiation scientifique, entre ces deux chaînes, mais oui, il manque un échelon entre la médiation scientifique et les attentes des différents médiateurs. Alors, je vous propose de terminer sur quelques perspectives. Qu'est-ce que finalement mon travail de thèse amène éventuellement à la sociologie et à l'archéologie, et quelles sont les perspectives qui se dégagent? Alors, concevoir une visite comme un itinéraire d'une expérience peut se construire en nous projetant sur le déplacement noétique qu'elle produira sur les individus. C'est-à-dire que, voilà, quel effet va avoir mon travail de médiation. Il faut qu'il y ait un déplacement, peut-être pour qu'il y ait vraiment une réception. Ce déplacement se fait vers le passé, enfin, en tout cas, fait appel à un regard sur le passé, mais tous en vivant dans le présent et en construisant un avenir. Comme je disais hier, les préhistoriens ont peut-être, ou les archéologues, on peut vivre dans le passé sans problème. Mais est-ce que est-ce qu'on peut s'arrêter à ça et garder tout pour nous?
Moi, je pense que non. La médiation de la préhistoire peut nous éclairer sur des réalités contemporaines vis-à-vis des questions climatiques, sur notre rapport à l'environnement et à la nature. On a pu le voir au début. L'acteur médiateur peut faire ce lien. Ensuite, pour les médiateurs et les publics, l'observation de la vie sociale telle qu'elle s'organisait avant l'ère des sociétés fondées sur la production revient à se poser des questions ontologiques sur l'origine des espèces, sur leur évolution, sur leur devenir. En cela, la recherche que nous avons menée nous a appris que les regards sur la préhistoire ne répondent pas uniquement à une simple curiosité sur le patrimoine culturel et historique. La remémoration du passé peut aussi être envisagée sous l'angle de la mémoire collective, qui peut apporter une cohérence et participer à créer un cadre commun. Nous pourrions être guidés en cela par un instinct social de survie qui se nourrit de tous les passés, comme le formulait le sociologue Maurice Alvax. Or, on ne peut pas se remémorer la préhistoire, ça c'est pas possible, mais nous pouvons l'aborder grâce à la découverte et à l'interprétation des vestiges matériels qui se dessinent dans un espace, comme sur un site ou dans un musée. On peut parler soit de reconstitution, soit de restitution. La restitution, c'est comme les grottes ornées, on scanne les parois et on les reproduit à l'identique. Les reconstitutions, c'est des maquettes, des films, voilà. Il y a plusieurs procédés. Alors, oui, tous les musées ne peuvent pas faire de la restitution. Donc, on est plus dans la reconstitution, ce qui fait que les musées régionaux, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que ces grottes qui sont vraiment, proposent vraiment des choses performantes. Ça crée un déséquilibre entre les musées de région, tous les petits musées, entre guillemets, et puis ces grands sites qui attirent énormément de monde. Il serait intéressant d'approfondir aussi la compréhension de la valeur et les modalités pour la médiation de la préhistoire, et notamment sur un module de formation des médiateurs, en s'appuyant sur l'expertise des enseignants, des muséologues et des archéologues. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait, qui existe à construire, à réfléchir? On peut aussi proposer un échelon supplémentaire entre les médiateurs professionnels des musées et les spécialistes de l'archéologie scientifique. Et enfin, les médiateurs enquêtés, particulièrement les enseignants, proposent de créer une plateforme de ressources. C'est eux qui le demandent en fait. Tous les pays n'ont pas de grottes ornées, comme on les connaît dans le sud de la France. Ce sera intéressant de voir quelles médiations sont proposées en dehors de ces zones de sites prestigieux. On arrive à la fin. La médiation peut aujourd'hui employer les techniques du numérique en lien avec une médiation scientifique pour les visites virtuelles de sites en 3D au plus près de la réalité, pour présenter des documents sur les techniques scientifiques, pour mettre en scène l'histoire des sites et des collections anciennes et actuelles. C'est ça surtout, mixer anciens et actuels, parce qu'elles sont très intéressantes, les collections anciennes qui sont dans les musées ou les réserves des musées. C'est les plus belles pièces. Et puis proposer aussi des galeries, des atlas virtuels accompagnés d'histoires. Voilà, rassembler toutes les ressources qui existent. Je souhaite conclure sur cette idée de ce que nous pouvons laisser à explorer pour les générations futures. Pour les visiteurs, ce qui est dans la Terre, c'est un grand mystère, comme redécouvrir la nature sauvage que l'on peut appréhender de façon originale à travers l'expérience du passé. Les visiteurs sont curieux et veulent découvrir les sites et participer au fond. Les visiteurs se projettent comme des participants et des acteurs de l'archéologie. Voilà, j'ai fini. Alors, merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre accueil et
Peut-être bonnes vacances. Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis très content qu'on se voit en vrai, puisqu'on avait fait ce jury de test où j'avais été honoré de participer, de pouvoir lire votre travail. Je remercie encore Antigone de m'y avoir associé. Et moi, je pense que c'était sur la partie sociologie des publics que j'avais dû être convié plutôt que sur la préhistoire. Et sur la partie éducation artistique et culturelle, il y a quelque chose que je trouve de passionnant dans ce que vous exposez et qui a à voir avec quelque chose, c'est la manière dont on projette la citoyenneté. Et historiquement, et à partir de quel moment on se pose cette question qui est fondamentale, c'est qui suis et qui sommes-nous. Et avec Lucie, c'était cette manière de se projeter. Et on voit ce que ça avait pu créer comme imaginaire. Et moi, j'avais été absolument... Moi, je ne m'étais pas rendu compte de la disparition de la préhistoire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la manière de se projeter, de poser des questions de citoyenneté, d'en être ensemble. Et en fait, quand vous le décrivez, c'est aussi quelque chose qui va généralement dans la même logique que la logique des grandes expositions et des musées. Parce que derrière les grandes expositions stars à 1 million de visiteurs, en vrai, lorsqu'on regarde la fréquentation des musées dans le territoire, c'est pas GGN, et même wow, c'est compliqué. Et le gros avantage par rapport à l'éducation artistique et culturelle, c'est ce que vous comptez, en fait, il y a 2 régions stars, en vrai, je crois. Il y a le sud de la France et il y a aussi le Morbihan avec Carnac. Mais la question, c'est comment on fréquente ce patrimoine qui est autour de nous et qui est présent partout et qu'on objective très peu. C'est-à-dire que ce que vous situez et qui est super important, c'est la question de quelle entrée pour savoir qu'il est autour de nous, ce patrimoine-là. Et il y a quelque chose que vous formulez de très bien. Et moi, je me disais, mais c'est ce dispositif des microfolies qui est censé apporter l'art au plus près. Et je pense qu'il serait particulièrement important d'investir en vrai sur la question de la préhistoire. Que parfois, les microfolies, je me demande, selon les territoires où on les met, c'est parfois on met dans des villes où il y a énormément de patrimoine, je ne sais pas, du 15e siècle, on va mettre dans des microfolies qui vont montrer du patrimoine du 15e siècle. Donc là, parfois, je l'ai moins. Par contre, cette manière d'avoir un effet loupe qui va rapprocher, il y a quelque chose qui est crucial et qui est crucial aussi dans la manière dont les élèves doivent prendre conscience de ce patrimoine. Et voilà, donc je voulais à la fois vous remercier de vous rencontrer en vrai. Et moi, j'aurais voulu, parce que moi, j'avais appris beaucoup de choses dans la lecture de votre thèse. Et c'était parce que vous êtes très pédagogue et vous accompagnez votre lecteur, parce que dire qu'on n'est pas tous des spécialistes de préhistoire. Et moi, j'avais appris beaucoup de choses, c'était sur la loi Carco-Pino, et qui est importante. En plus, du coup, je suis allé voir qui était ce monsieur, et qui n'est pas que cool, en fait. Hein. C'est voilà, qui va faire des drôles de choses sous Vichy, mais je vous laisserai, qui va notamment supprimer l'enseignement primaire supérieur. Enfin, il y a vraiment, et on voit bien la manière dont les choses sont reliées, parce qu'au tout début, vous parlez des rapports entre l'école et le ministère de la Culture. Et là, on voit à cette époque-là ce que c'est une éducation artistique et culturelle sans esprit critique, c'est-à-dire une propagande là-dessus. Et on voit comment ça a créé des choses là. Donc, ce monsieur, juste pour pouvoir le partager, parce que moi, j'avais été content de découvrir cette dimension qu'on essaie et qu'on regarde très peu en France. Je veux dire, il y a des moments, il y a aussi des morceaux d'histoire dont on regarde beaucoup 14-18, mais par exemple, il y a un très beau bel ouvrage de Philippe Poirier sur tous les textes juridiques sur de la culture sous Vichy. Donc voilà, avec Carcopino, il avait fait des... Si vous pouvez un peu expliquer ce qu'il a fait, comment il a régulé les rapports entre le contrôle scientifique et les fonds. Enfin, c'est absolument passionnant, parce qu'en fait, c'est toute une partie que je connaissais pas et qui en plus donne envie de fouiller aussi tous ces rapports avec l'école et avec l'esprit critique.
Ouais. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on crée un nouveau système, le système ancien ne disparaît pas. Et en fait, on arrive à s'accommoder du nouveau système, finalement, pour aller vers quelque chose de nouveau et on s'en est tiré de façon assez positive. Donc, après, moi, je suis dans une institution depuis 30 ans. Donc, c'est vrai qu'on met un voile un peu. On n'est pas censé prendre. On n'a pas de. Enfin, on n'est pas censé avoir des opinions politiques. Hein. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé sous le régime de Vichy, la DRAC actuelle à Metz, elle est toujours dans les mêmes locaux que ce régime de Vichy. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, il y a toute une génération d'archéologues qui ont là aujourd'hui une soixantaine d'années, qui ont fait un travail extraordinaire sur les annexions, sur les guerres. Et c'est très courageux de leur part d'avoir parlé de l'archéologie sous le nazisme, en fait, qui est vraiment différente de l'archéologie sous la première annexion. Et c'est vrai qu'il y a un vrai. Il s'est passé vraiment quelque chose avec l'archéologie qui a été instrumentalisée sous le nazisme pour, comment dire, pour inventer une nouvelle histoire et s'approprier des territoires. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on étudie vraiment la préhistoire, et les Allemands n'étaient pas très forts en préhistoire, en fait, mais ils ont développé l'archéologie, hein, ils ont mis beaucoup de moyens pour étudier l'archéologie, mais ce n'étaient pas des inventeurs. Mais si on est vraiment préhistorien, toute l'idéologie nazie, elle s'effondre. Parce que y a pas ça n'existe pas les frontières, ça n'existe pas les territoires. Durant la préhistoire, les hommes en fait sont des êtres planétaires, c'est des êtres mouvants, c'est des êtres errants, c'est des voyageurs, enfin, voilà. Et donc si on s'intéresse vraiment à la préhistoire, effectivement, il y a des schémas qui fonctionnent plus. Ça met en avant, donc j'ai montré plutôt le côté. C'est difficile quand on est dans une institution de parler aussi de cet aspect politique, en fait, parce que mais bon, en même temps, l'archéologie, c'est pas que culturel, c'est aussi politique. Et peut-être qu'on peut se dire aujourd'hui, mais pourquoi dans les musées, on ne représente plus l'ethnologie, on ne représente plus les sciences naturelles, on ne représente plus la préhistoire, au moins, mais on va éblouir les visiteurs avec de l'art, avec l'art rupestre, et on peut se poser la question. Mais si on aborde la préhistoire sous l'angle scientifique, sous l'angle culturel, c'est-à-dire des hommes, des humains qui errent sur la totalité de la planète, tous les schémas, comment dire, tous les schémas, enfin, voilà, l'idéologie nazie, on va dire, c'est plus. Je ne sais pas, c'était ça que. Après, la loi Carcopino, c'est une loi qui a effectivement permis de créer des nouvelles règles pour fouiller, notamment
mettre fin au système des sociétés savantes, mais créer une archéologie professionnelle où il faut être titulaire d'une autorisation du ministère. On ne peut pas fouiller aujourd'hui, depuis cette loi, si on n'a pas une autorisation. On est soumis à des pénalités, à des amendes. On ne peut pas. On sait que ce qu'on trouve dans le sol, c'est la propriété de l'État, pour partie, mais aussi pour partie la propriété de la personne qui l'a découvert. Ça peut être un particulier dans son verger, mais même si le propriétaire du verger est propriétaire en partie de ce qu'il a découvert, il a pour obligation de devoir valoriser les découvertes, de pouvoir les protéger, de pouvoir les conserver, de pouvoir les restaurer. Donc c'est très complexe, quoi. La loi Carcopino, finalement, tout ce que ça a débouché sur effectivement un contrôle absolu de toute la chaîne de la découverte. C'est-à-dire que à la fois il y a un contrôle de l'État sur les découvertes et en même temps, si on allait jusqu'au bout et qu'on respectait la loi, l'État est obligé de conserver, mais il est aussi obligé de mettre en valeur ce patrimoine. Et il faut démontrer que ce patrimoine-là est immense. Mais est-ce qu'on peut obliger l'État à casser ses grandes réserves et puis à faire plein de musées partout, quoi? Enfin voilà, on est dans ce questionnement-là au quotidien. Donc fouiller, c'est pas que on avait les mains dans la terre, sous le soleil, dans la boue, c'est aussi en fouillant, on se pose ces questions-là. Ouais. Enfin, pour moi, la loi Carpentier, elle a effectivement cet avantage que vous avez décrit, mais elle représente un énorme danger. C'est-à-dire que la plupart des gens ne la connaissent pas. Enfin, moi, j'étais professeur de lettres classiques. Je peux vous dire qu'il n'y avait aucun des parents qui ont été intéressés, qui la connaissaient. Et ça a créé des gens, vous baladez sur les plages de Bretagne, qui se promènent partout, et pas qu'en Bretagne, avec leur poêle à frire, et qui font des dégâts catastrophiques sur les champs de fouilles. Oui. Et qui ne savent pas en plus qu'ils détruisent des choses. C'est ça qu'il faut, sur lequel il faut insister. Oui, c'est l'enjeu, c'est là aussi un enjeu de l'éducation. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est la même logique, c'est qu'est-ce qu'on fait, on punit ou on éduque, enfin, on est dans la... Qu'est-ce qu'on fait, enfin, mais aujourd'hui, il se passe quand même quelque chose, c'est que hier, c'était une journée nationale, voilà, les collègues étaient... en ce moment, on est en grève, quoi. Enfin, on a peu de budget. Les services déconcentrés du ministère de la Culture n'ont pas trop de moyens, les budgets sont bloqués, c'est assez. Donc, on peut pas. On n'a pas ni les moyens finalement de surveiller les personnes qui ont des détecteurs ou qui font des fouilles légales. Enfin, c'est pas évident, mais c'est pas que des détectoristes, hein. Ça peut être aussi une ville comme Thionville. Hein. Enfin, il y a un gros aménagement qui se fait et ils ont commencé à creuser avant de. C'est pas la ville, hein, mais c'est un gros aménageur sur cette commune. Ils ont commencé à creuser à travers les remparts Vauban et compagnie, alors qu'il y avait une fouille qui était prescrite. Enfin, mais en fait, ça c'est un peu notre quotidien, mais on n'est pas très nombreux, on va dire. En tout cas, dans les services régionaux d'archéologie, il faudrait avoir beaucoup plus de monde pour surveiller tout ça, entre guillemets. Mais, et puis il y a toute la dimension après, éducation, médiation. Et en ce moment, on est en train de reculer, en fait, un peu.
Mais dans ce livre-là sur le GIEC, la BD, les scientifiques interrogés disaient ils doivent observer une neutralité, quoi. Enfin, c'est compliqué d'être à la fois dedans et voilà. C'est pas... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se développe, parce que il y a énormément de projets quand même. Il y a tout ce qui se développe au niveau de l'UAC, c'est quand même incroyable. Cette école, hein, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on recule, quoi, parce qu'il y a des choses qui se développent et on avance. Justement, je suis un petit peu en porte-à-faux aussi par rapport à ce que vous avez dit oui. sur le fait qu'on ne peut pas prendre de position politique, idéologique, philosophique, je perdrais plutôt le terme, parce que, moi, en tant que professeur de lettres classique, je trouve que l'archéologie, il y a toute une archéologie des savoirs sur l'histoire gallo-romaine, et jusqu'à une vingtaine, trentaine d'années, on travaillait que sur jusqu'à Cicéron, mais maintenant on va bien au-delà d'abord. Et puis surtout, je pense qu'il y a plein de gens, je ne sais pas, comme Bollac par exemple, qui ont créé aussi tout un regard, une analyse critique justement sur les historiens antiques. Et ça apparaît maintenant depuis 20 ans aussi dans les lycées. Moi, j'ai interrogé des élèves au bac qui, par exemple, on pouvait, sur la liste de textes qu'ils avaient, il y avait aussi un texte de Carcopino. Je trouvais ça fabuleux d'ailleurs, parce que ça voulait dire que l'élève avait une réflexion critique sur le texte de Carcopino et sur ses implications idéologiques. C'était un prof qui était passionnant, d'accord, enfin, je ne le connaissais pas, mais je me suis dit, parce qu'on n'en est jamais dans l'académie, on travaille. Et donc, je trouvais que c'était bien de proposer ça. Et quand je suis allée regarder dans les textes, maintenant, c'est tout à fait possible de travailler sur des textes contemporains en faisant passer le bac latin à des grecs, des élèves. Et ça, je pense que c'est aussi une conquête qui est peut-être, qui n'apparaît pas peut-être pour des préhistoriens, mais en tout cas qui existe, et il ne faut surtout pas s'interdire de s'en servir. Je pense que l'archéologie, la réflexion par exemple sur Robert ou les textes homériques, elle date de la fin du 19e. Pourquoi en archéologie, on ne pourrait pas aussi faire ça? Bien sûr. Ouais. Je voulais revenir sur effectivement, parmi les hauts lieux préhistoriques, il y a effectivement le Morbihan. Mais malgré tout, même si le Morbihan, c'est un des plus hauts lieux, effectivement, de la préhistoire aujourd'hui, ça n'a pas pour autant empêché la destruction d'un site. Donc, c'est là que en fait, c'était tout un pataquès, mais quelque part, ce qui a fait défaut, je pense, c'est, je suis peut-être naïve, hein, mais c'est que en fait, les personnes qui ont fait ça, finalement, n'avaient pas conscience de la valeur de ces monuments. Et ça veut dire que c'est comme le GIEC, il y a combien de maires qui ont lu le rapport, quoi. Alors, un rapport, c'est 4000 pages, mais les scientifiques, ils font un rapport de 30 pages, un rapport de 100 pages, un rapport de 30 pages, un rapport de 15 pages, pour que chaque élu puisse, à sa manière, s'approprier un minimum de choses. Mais en Carnac, la ZAC des druides, c'est... moi, je pense qu'il y a une méconnaissance totale des vestiges. Et après, il y a eu des ratés dans la chaîne d'aménagement, dans la procédure, qui font que voilà, on a laissé détruire, quoi. Enfin, c'est parti. Mais je pense fondamentalement que ça part d'une méconnaissance de ces sites. Et j'ai lu dans les articles que, oh, mais on en a plein des cailloux, alors c'est des cailloux parmi d'autres cailloux, voilà. Mais laissons ces cailloux aux professionnels, quoi.
Et donc, il y a une part de méconnaissance. Et on a beau être dans une région au cœur d'une histoire, au cœur de quelque chose, je ne sais pas si on a lu les travaux de Pétrequin, c'est plus de 20 ans de recherche sur les haches en jade, le phénomène des haches en jade, qui explique cette concentration de monuments en Bretagne. Voilà. Et ça, c'est 20 années de recherche, 30 années de recherche, de fouilles d'ethnologie aussi, d'expérience, d'expérimentation. Donc, si on avait connaissance de ces travaux-là sur le jade, effectivement, sur ce que c'est que le mésolithique, sur ce que c'est que le néolithique, on n'aurait pas détruit ces cailloux, quoi. J'ai une petite question. Je vous assure, c'est un défi de parler de préhistoire parce que c'est difficile parce que il y a tellement de, c'est un monde, quoi. Moi, j'ai commencé à fouiller avec un grand préhistorien en fait, et on passait 3 semaines tous les étés sur la fouille et on était en 24 heures sur 24 ensemble et j'ai appris comme ça. Donc et puis on apprend aussi grâce à l'enseignement et puis ça prend des années, donc je me rends compte que c'est pas facile. Oui. Alors, plusieurs petites remarques. D'abord, vous remercier pour votre exposé. Ensuite, peut-être revenir sur la remarque très idéologique de certaines approches. Il ne faut quand même pas oublier que l'archéologie, c'est aussi au savoir, j'allais dire, des civilisations modernes, occidentales, dont beaucoup ont l'impression d'être récapitulatrices de l'histoire. Et on le voit aujourd'hui encore sur ceux qui veulent payer les fouilles, y compris en payant des scientifiques. On est vraiment dans des logiques où le financement dont vous parliez tout à l'heure, il est loin d'être comme en France, public. On peut déplorer effectivement qu'il y ait des gestes de subvention ou autres, mais néanmoins, on garde ici une volonté j'allais dire, de contrôle du service public, des services archéologiques. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, et les financements le traduisent bien, notamment des financements privés, qui vont permettre à certains archéologues d'aller fouiller, y compris sur des territoires qui ne sont pas les leurs, qui posent des questions de récapitulation de ce qui va être la préhistoire. Ça, c'est le premier point. Et je vous remercie parce que votre exposé peut aussi introduire cette question-là. La deuxième question que je me pose souvent, c'est, vous parliez de Lucie dans les années 60, 1969, on va créer un personnage en France qui est inouï et qui va donner une vision de la préhistoire qui est le Ra, hein, qui va être cet homme préhistorique, d'ailleurs avec une absence totale de femmes dans ces récits de bande dessinée, seulement de Wesson, alors qu'on vient de découvrir Lucie, c'est assez curieux, et qui va aussi impulser une certaine représentation, qui fait même qu'aujourd'hui, on crée, je crois que c'était en 2017, des expositions où on parle de la réalité de la fiction, et ça renvoie à ce côté très ludique qui est permis par la préhistoire. Moi, ma question, c'est pourquoi, justement, on l'aborde souvent, contrairement à un tas d'autres périodes, sous cet aspect ludique. Pourquoi ce ludique que vous mettez d'ailleurs en avant est celui qui va souvent prédominer quand on traite de la préhistoire en tant que telle. C'est vraiment ma deuxième question. La deuxième question, c'est lié à l'imaginaire. Alors, moi, je ne suis pas fan de Raon. J'avoue que, bon, voilà, si, c'est le héros avec ce truc-là, etc. Mais je pense que il y a vraiment des fans de Raon. Pour en parler? Ouais, moi, je peux en parler un petit Oui, oui. Bah, ça a trait à ce dont tu faisais allusion au début, c'est-à-dire que quand on a inventé, entre guillemets, la préhistoire au XIXe, ça a ouvert des perspectives, c'est-à-dire que jusqu'alors, le passé de l'humain, c'était quelque chose qui était soit religieux, la création, et là, avec l'invention de la préhistoire, on a ouvert le champ temporel, et dans ce champ s'est engouffré l'imaginaire. Il se trouve que je suis auteur de bande dessinée aussi. Donc, ce champ, il a été créé, il s'est développé vers l'avenir, qu'on appelle la science-fiction, avec Jules Verne au début, et puis après tous les autres auteurs, et aussi vers le passé. C'est imaginer le passé, un passé totalement fantasmagorique,
mais qui est totalement percolé par le moment où on l'écrit. Raon, il est très, il faut le lire comme un sociologue, il est très attaché au moment où il l'a écrit. La place de la femme, elle était surtout à être sauvée. C'est pas un personnage proactif, c'est une lecture très années 50-60. Maintenant, il y a des œuvres de l'histoire qui sont plus ancrées dans le présent, avec les questionnements par rapport à la place de la femme dans la société, les rapports paternalistes, voilà, il y a tous ces questionnements-là. Les œuvres d'imaginaire, ils ne sont pas là pour rétrocéder une réalité, ils sont là surtout pour parler du présent. Souvent, dans la science-fiction, on parle plus du présent que de l'avenir. Tous les bouquins d'Asimov sont des prospectives sur l'avenir, mais en réalité, ils parlent des tensions du temps contemporain. Donc, c'est pour ça que vraiment, oui, il faut avoir un recul. Il faut se dire, bon, voilà, c'est une image qu'on avait mais pareil pour Ronnie, hein, quand il a écrit dans les années 30. Et il y a un autre bouquin dont le titre m'échappe, parce que tu me l'as dit, le gros bouquin, où le personnage central est une dame qui souffre de l'image qu'on avait dans les années 30. C'est le personnage proactif féminin. Jean Noël, Oui. Les enfants de la Terre. Les enfants. Et vous pourriez revenir sur votre première question Ma première question, c'était juste une remarque sur le fait, effectivement, d'un certain nombre de pays qui ont une entreprise très récapitulative de l'histoire, que donc il y a un enjeu qui est lié aussi aux fouilles, en prenant part sur cette façon de vouloir fouiller là où il veut fouiller pour pouvoir récapituler l'histoire telle qu'il le souhaite. C'est le propos du régime nazi, mais c'est aussi le cas du régime romain, soit comme, d'une certaine manière, la façon dont les Américains veulent envoyer des fusées sur la Lune pour se dire « c'est un président puisque je suis capable d'aller là-bas ». C'est l'enjeu aussi politique énorme de cet enjeu. Et l'archéologie joue un rôle extraordinaire sur ce point. Il y a 34 thèses sur Astérix et les populistes dont il est parfait aussi. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est le rapport des Américains aussi à la préhistoire. C'est presque religieux pour eux. Enfin, c'est quelque chose, c'est pas un sujet dont on parle. C'est pas très, c'est très fermé, c'est très un peu secret, presque religieux. On se demande si ça existe. Les Américains sont très, par rapport à ça, ouais. La préhistoire, c'est presque entré en religion dans certains. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fictif, qu'est-ce qui prouve que. Donc, il y a vraiment un travail un long travail de connaissance. Et ce qui est sûr, c'est que oui, c'est presque c'est un engagement, c'est une mission même que de continuer à en parler. On avait des ambassadeurs de ces périodes qui étaient très, comment on dit, très radiophoniques, visuels. Mais peut-être qu'on a moins de figures aujourd'hui, de stars, entre guillemets, qui peuvent défendre cette période. Voilà, je ne sais pas quel est l'avenir finalement. Et pourtant, au niveau de la technologie, au niveau de la communication, on a énormément de choses, quoi. Alors moi, c'est vrai que Raon, je ne connais pas trop. Enfin, j'ai un peu lu, mais je n'ai pas trop accroché. Mais en préparant le séminaire, je me suis rendu compte que ma première expérience de médiation, c'était le film La guerre du feu de Jean-Jacques Hano en 81. J'avais 11 ans. Et ce film vraiment nous a marqué et m'a marqué. Et j'ai pris conscience que j'étais toujours dans la préhistoire aujourd'hui. Et c'était ma première, c'est peut-être le premier film d'ailleurs que j'ai vu au cinéma. C'est une sortie scolaire voilà, au collège, en 6e. Et il y a 2 semaines, je l'ai revu
Et je me suis régalée, quoi. Et là, c'est la scène de l'arbre, mais bon, on n'aura pas une super qualité parce que c'est un extrait sur YouTube, je crois. La scène de l'arbre, elle est d'une poésie, enfin, elle est juste incroyable. Je la mets, on essaie de voir. Non, mais juste incroyable cette scène. Très bien. Voilà. Voilà, je trouve que faire un long métrage sans mots, voilà, là on est dans l'expérimentation parce qu'il a pas le tout de faire une histoire, mais il y a aussi retenir. Faut maintenir le spectateur pendant, je ne sais plus, 1 heure et demie ou 2 heures. Voilà. Alors, une partie du film qui était tournée au Kenya, l'autre partie en Écosse. Et oui, c'est une belle réussite, hein. Alors, Jean-Jacques Hano était passionné de préhistoire. Et il était, en fait, il était auteur de SF, hein. Il était auteur de SF. Hein. Et ça illustre bien le phénomène de la dilatation du temps, où à partir du moment où on connaît la préhistoire, on peut se projeter au moins de façon égale dans le futur. Voilà. On peut savoir maintenant, il y a 800 000 ans, là on est à peu près à 100 000 ans avant Jésus-Christ, on peut savoir à peu près comment on vivait, et donc, mais on ne sait pas dans 100 000 ans. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez encore des questions. Et peut-être Damien me fait penser à cette remarque, parce que je parlais souvent Jean-Jacques Hano qui était dans la spécialité quand même de faire des films avec le dialogue. Hein. Je vous renvoie sur L'Ours, par exemple, ou sur Deux Frères. Il serait très intéressé justement de faire un annuaire des chercheurs
qui peuvent être des chercheurs qui interviennent dans l'expertise scientifique des films. Donc, c'est juste une petite remarque, mais je pense que vous pouvez nous envoyer vos coordonnées, parce que c'est l'occasion d'inspirer par rapport à faire du film qui puisse avoir l'expertise scientifique en tant que telle. Je trouve que c'est un très beau projet. On n'a pas su accompagner, mais l'annuaire des chercheurs qui peuvent servir aux réalisateurs de cinéma. Ça peut être très beau projet. Pourquoi pas, avec joie. Moi, j'aurais peut-être une question, une demande, parce que moi, je ne connais pas du tout l'histoire des pierres de jade. Oui. Et apparemment, c'est important de les connaître, cette histoire. Donc, ce sera peut-être d'arriver à écrire quelque chose qui puisse être accessible pour les élèves en Bretagne, qui puissent la connaître, cette histoire-là. Et du coup, j'en profiterai pour la connaître. Oh là là, il y a du travail. Hein. Une petite histoire. Ouais. Après, c'est Monsieur Petrequin qui est extraordinaire. Il pourrait le faire intervenir. C'est une équipe Jade, une équipe pluridisciplinaire. Le foyer, c'est le Jura, je crois. Ils sont de Besançon. Et c'est sa vie, quoi. Et H, c'est sa vie. Et puis, moi, j'ai des histoires, effectivement, de mon côté. Grâce à ce qu'il a, son travail, j'ai aussi trouvé des petites choses. Et je n'en ai jamais parlé avec lui, mais ce serait chouette, ouais. Mais c'est lui le maître. Enfin, le jade, c'est sa vie, quoi. Et le jade, c'est une roche alpine. C'est une roche alpine et il y a eu effectivement néolithique, un commerce du jade. Le monde était divisé en deux catégories. Le jade et l'or. En Occident, en Europe occidentale, le jade, et en Europe orientale, l'or. Et donc, ça définit comme ça deux cultures. Et donc, le jade, ça va de l'Écosse à la Méditerranée, et puis jusqu'aux pays slaves. Et au-delà, c'est l'or. Et le jade, c'est un marqueur culturel. Et il se trouve que toutes les haches en jade, tout le jade atterrit dans le Morbihan. C'est un centre de redistribution dans le monde du néolithique. C'est un centre de ça. Hop, ça il redistribue. Et il y a comme ça, il a fait toute une cartographie de ça, M. Petrequin, son équipe. Et en partant de ça, donc, et après son livre, les archéologues aussi sortent des livres qui font, je ne sais pas, des centaines, des milliers de pages. Donc, voilà, c'est pas, ça se lit bien, hein, mais bon, c'est, voilà quoi. Mais il faudrait l'inviter lui. Puis, et moi, j'ai aussi une histoire à lui raconter. Donc, bah, vous voyez, on peut se retrouver là, vu que la Bretagne, c'est tout atterri là, puis après, c'est redistribué. Donc, si on prend le schéma du jade. C'est pareil pour le SC. Ah bah voilà, bah oui. Merci beaucoup. Merci Laurent. Oui, merci Laurent. Merci à toi. J'ai vu jusqu'à vous. C'est pas très compliqué de venir jusqu'à vous. En voiture. Ouais.